Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne pour un nouveau point Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque au point numéro 11 et on va parler donc des modificateurs un petit peu, hein, d'accord, donc les modificateurs principaux que j'utilise donc pour mes mèches. Donc on va parler donc du subdivision de surface, du displacement, du miroir, de la triangulation et de l'auto-miroir, d'accord, donc l'auto-miroir que peu de personnes connaissent mais du coup qui est une technique vraiment très simple pour appliquer un miroir sur un mesh sans forcément créer des loops, le diviser, etc. Ok. Donc du coup on va se retrouver donc sur Blender du coup pour notre session. Et là, on va commencer par la subdivision de surface. Donc la subdivision de surface, comme vous le savez, hein, pour la plupart, donc, on l'utilise à tort et à travers des fois pour créer nos mèches. Mais du coup, la subdivision de surface, parfois, a son utilité, puisque là, si on part donc d'un cube, d'accord, et qu'on le subdivise donc directement ici dans le panneau des modificateurs, donc vous avez ici donc les modificateurs subdivision de surface, on peut donc du coup voilà, augmenter donc le nombre de polygones de notre cube, d'accord. Et vous avez ensuite donc le mode 4000 Clark qui va permettre donc de contracter la géométrie pour créer une sphère à partir d'un cube. Voilà, donc ça c'est le mode 4000 Clark qui va avoir tendance donc à arrondir les angles et du coup smoother un petit peu les angles. Et ensuite on a donc le mode simple qui ne modifie pas la géométrie, mais qui par contre la subdivise de façon propre, d'accord. Donc du coup là ici, hop, si on active donc le mode vertex, et que je valide donc ma subdivision de surface en mode objet, donc avec CTRL A pour valider mon modificateur, on voit que ça a divisé mon cube, mais ça n'a pas modifié sa forme. D'accord. Donc voilà, deux différences, le 4000 Clark qui modifie donc la forme et la structure, et le simple qui maintient le volume de base, et du coup qui subdivise uniquement la géométrie. Ensuite, on a ici donc l'option affichage optimal pour afficher donc optimalement donc le grillage, hein, d'accord. Donc quand on la décoche, ça permet de voir avec le fil de fer directement le résultat. Donc moi, je le décoche tout le temps, hein, pour voir vraiment le fil de fer en temps réel et voir à quoi ressemble mon niveau de subdivision, d'accord. Comme ça, je suis en mode objet et du coup, je peux voir à quoi ressemble. Quand je passe en mode edit, mon cube redevient normal, d'accord. Donc si je passe par exemple en 4000, là je passe en mode edit, vous voyez, en fait, donc là j'ai pas ma box in shape. Donc là, je sélectionne ma face, voilà, et du coup j'ai juste à la tirer. Vous voyez que j'ai qu'une face en fait, alors que normalement j'en ai plein. Normalement il est subdivisé donc comme ça, ok. Voilà. Donc ça me permet d'avoir donc juste une face simple en fait pour modéliser mon objet et du coup voir un petit peu donc les limites de mon mesh. Et alors que si on affiche en affichage optimal et que du coup je décoche la géométrie en fil de fer, là du coup on est ici. Ah c'est marrant parce qu'il m'affiche plus ma boîte. Ah, c'est peut-être une update, ça, parce que du coup, avant, on avait la boîte qui était affichée. Alors, attendez, je réessaye juste une chose, en fait. On va recréer un cube que je subdivise, donc, x4. Donc, CTRL 4 hein, pour activer donc, la subdivision par 4. Et là, voilà. Quand je passe en mode edit, vous voyez qu'en fait, donc, je vois toujours ma boîte englobante. Chose que je n'avais pas tout à l'heure. Donc, si j'enlève l'affichage optimal... Ah oui, c'est ici, au niveau des vertex, voilà. Donc là, si je décoche, en fait, ici, donc les vertex, donc les paramètres de vertex, du coup, je n'ai pas ma boîte englobante, alors que si je la coche, je l'ai. Voilà. Donc après, c'est une question de choix, hein, si vous le voulez ou pas, mais bon, moi, je sais que je travaille toujours avec le snapping ici activé. Comme ça, j'ai vraiment la géométrie propre, et du coup, les vraies boundaries, donc les vraies structures de ma géométrie. Ensuite, on a ici donc les paramètres avancés. Donc, on a ici donc utilisé donc la limite surface. Donc là, si on la décoche, du coup, donc ça va donc enlever donc la limite par rapport à la surface de mon mesh. Ensuite, on a ici donc la qualité de la subdivision. Voilà, donc on peut augmenter donc la qualité pour avoir donc des meilleurs résultats en termes de subdiv. Adoucir les UV, d'accord. Donc on peut maintenir donc les boundaries. Ce que je vous conseille hein, quand on applique une subdivision de surface, gardez vos frontières d'UV. D'accord. Donc là, si je prends l'exemple donc de ce cube et que je passe donc en UV editing, que je sélectionne donc du coup, hop, ma sphère, vous voyez qu'en fait ça reste un cube malgré la subdivision, d'accord. Donc c'est pas une sphère. Donc là, en gardant donc les limites, quand j'applique ma subdivision de surface, donc là en mode objet, hein, on va l'appliquer. Si je retourne sur mes UV, vous voyez, ça a juste subdivisé mon cube de base, même si c'est une sphère. Est-ce que c'est pertinent? Non. D'accord. Parce que du coup là, je n'ai pas la vraie géométrie, donc la vraie forme de mon mesh. Donc bien recouper le mesh, voilà, donc là c'est une sphère, hein, donc on va la couper en deux, et bien la redéplier, et là j'ai le vrai dépliage de mon mesh. Donc très important de ne pas se fier par rapport à la subdivision en 4000 Clark, parce que du coup ce n'est pas le même volume, d'accord. Donc les volumes ont été adoucis, donc il faut le recalculer. Donc ici dans adoucir UV, en fait, on a ici donc garder donc les coins et les jonctions, garder uniquement les coins, les jonctions et les concaves, et garder donc les boundaries, donc les contours, et garder les coins. Donc si on met tout, du coup, en termes d'UV, on va garder donc toute la structure directement dessus. Ok.
Voilà, voilà. Donc, bien faire attention à ça. Donc, refaire le dépliage de vos mèches une fois la subdivision appliquée. Si vous avez mis en Canmul Clark. Très important. À part si vous avez mis des edges, hein, par exemple là, si je donne donc, cet exemple-là, ici on peut créer un cube, d'accord. Le cube, je vais activer donc un biseau dessus donc, pour arrondir mes angles, d'accord. Donc là, je garde mon UV. Et ensuite, j'ai envie d'adoucir un peu ces angles, donc je vais subdiviser. Là, l'avantage, c'est que la subdivision en 4 mules va juste adoucir mes angles parce que j'ai déjà mis un biseau de maintien pour mes loupes, d'accord. Donc du coup, ça ne va pas modifier la géométrie. Et là, je peux augmenter donc, le nombre de subdivisions pour l'adoucir. Et là, si j'applique mes modificateurs, donc ici et ici, là, bah, voilà, je garde mon UV parce que du coup, ça reste un cube. Arrondi, certes, donc j'ai ici l'arrondissement de mes loupes, vous voyez, voilà, mais ça reste un cube, tout simplement. Voilà, donc bien faire attention à ça. Ensuite, on va parler donc du coup du modificateur displacement. Donc le displacement, comme je l'ai déjà expliqué, je vous mets donc la vidéo du displacement en description pour avoir donc le détail complet de cette technique. Mais en gros, c'est le déplacement des vertex sur la scène, d'accord. Donc on a deux types de displacement. Donc le displacement avec modificateur, voilà, qui va permettre donc de rajouter donc une nouvelle texture ici avec le modificateur de déplacement. Et ensuite, on peut le mettre donc en local, global, objet ou UV au niveau des coordonnées, d'accord, du déplacement. Et ensuite, lui appliquer une texture, d'accord. Donc une texture soit procédurale, soit une image ou vidéo. Donc là, l'image ou vidéo doit être en noir et blanc, d'accord, pour générer donc des points de hauteur différentes, hein, des valeurs. Et du coup, donc les points noirs vont être creusés, et les points blancs vont être en relief. Donc là, si je prends l'exemple de mes nuages, vous voyez, donc toutes les zones noires vont être creusées et toutes les zones blanches vont être en relief. Donc là, vu que j'ai que 4 vertex, il va déplacer que mes 4 points de mon plan, donc du coup, il n'y a aucun impact. Par contre, si je subdivise mon mesh avec donc clic droit, subdiviser, voilà. Et là, je repasse en mode objet. Vous voyez qu'en fait, là, j'ai beaucoup plus de vertex. Donc, du coup, il va prendre les formes. Donc, les formes noires vont être creusées. Les formes blanches vont être en relief. Et les formes grises vont être maintenues à un niveau médian. D'accord. Donc, c'est ça qui donne toutes ces nuances. Voilà. Donc, soit on met une procédurale, comme je l'ai indiqué. Donc, on en a plusieurs ici. Hein, donc, le Voronoi, voilà. On a ensuite donc, le bois qui va donner des lignes, vous voyez, pour faire des vagues. On a donc le bruit distordu. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'effets qu'on peut créer avec des procédurales. Mais on peut également importer une image ici directement, voilà, et du coup ouvrir une texture de displacement ou une texture de bump ou une texture de roughness ou une texture de speck du moment elle est noire et blanche. D'accord. Donc du moment où vous avez une texture noire et blanche, vous pouvez l'appliquer sur un déplacement. Donc ça c'est la première méthode. Et ensuite la deuxième méthode c'est avec le mode shading uniquement sur cycles. Hein. Je répète, c'est uniquement sur cycles avec le mode shading. Là on a donc ici une sortie de matériel avec un nœud, vous voyez. Donc là si je prends mon nœud de sortie et que je lui mets donc un vecteur de déplacement, donc ici, hein, donc déplacement vectoriel et on a un déplacement tout court. On va mettre un déplacement basique. Le déplacement vectoriel, c'est encore autre chose. Et du coup, on mettra ici donc une texture de Musgrave. Voilà, comme ceci. Hop. On va le mettre donc sur la hauteur. Et ensuite, je vais mettre juste un shader basique. Hein, donc là, on va passer en BSDF diffus. Voilà, pour avoir juste une couleur basique. Donc, voilà. Et là, je vois mon déplacement sur Eevee. Sauf que là, sur Eevee, c'est du faux déplacement. Mon plan reste plat, c'est de la bump. D'accord. Donc, c'est pas du vrai déplacement, c'est de la bump. Pour activer donc ici les fonctions sur Cycles, il faut aller donc ici dans Réglages. Et là, actuellement, je suis sur les réglages Cycles, bump uniquement, vous voyez, au niveau de la surface. Donc, il faut bien cocher déplacement et bump ou juste déplacement. Donc j'active le déplacement et là rien ne change. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur Cycles. Le mode Preview qui est ici est le mode Eevee. D'accord? Donc ce n'est pas le mode Cycles. Donc pour passer sur Cycles, on passe ici sur Cycles. Et là, vous voyez, magie, j'ai mon déplacement en temps réel. Donc là, l'avantage de cette méthode-là, c'est que sur Cycles, on peut créer des procédurales beaucoup plus complexes sur Cycles en termes de nœuds, d'accord, que sur Eevee, parce que du coup, Eevee, voilà, on limite en fait cette zone-là, d'accord, donc on peut pas avoir de déplacement comme ça avec le texturing. Donc peut-être que ça sera amélioré par la suite, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et là, du coup, je peux rajouter des effets, voilà, du détail au niveau de mon Musgrave, contrôler la dimension, voilà, et du coup ça me modifie en temps réel, vous voyez. Donc là, on le voit directement ici. Donc je peux augmenter ma scale de noise, on va la réduire un peu, on va mettre 0.1, même moins, hein, on va mettre 0.01. Voilà. Et du coup, voilà, donc là, ça me génère, vous voyez, des pics, etc. Donc ça, c'est vraiment très puissant comme technique, parce que du coup, on a donc les modificateurs qui sont appliqués en temps réel, on voit mon plan en termes de géométrie, et une fois que j'applique mon displacement, donc pas celui-là, hein, vous voyez, si je l'enlève celui-ci, pourtant je l'ai encore, et là, c'est uniquement visible en rendu, d'accord? Donc ça, je ne peux pas le valider en termes de géométrie, je ne peux pas le laisser,
validé en tant que mesh, parce que du coup, c'est juste un effet visuel au niveau des matériels, d'accord? Donc ça, bah, on ne peut pas l'appliquer. Contrairement au modificateur qu'on peut appliquer, on valide le déplacement réel, d'accord? Donc faites attention à cette technique, parce que du coup, c'est voilà, une technique assez puissante, mais du coup, on ne peut pas appliquer donc, le déplacement par les nœuds, mais on peut appliquer le déplacement par les modificateurs. Là, vous avez quelque chose de simple, rapide mais simple, mais ici, vous avez quelque chose de complexe, mais beaucoup plus puissant, mais qu'on ne peut pas appliquer. Ok? Ensuite, on va passer donc au miroir. Donc pour le miroir, donc on va repasser sur un mesh basique. Donc le miroir, comme son nom l'indique, permet donc de créer un miroir de forme, d'accord? Donc si j'applique un cube ici, que je passe en mode édition, et que du coup, donc j'applique donc ici un modificateur de miroir. Là actuellement, mon centre de masse, donc mon centre d'origine, est placé au centre de mon cube. Donc c'est-à-dire que peu importe où je fais mon miroir, vous voyez sur X, Y ou Z, que je repasse en mode objet, rien ne se passe, d'accord? Pourquoi? Parce que le point d'origine donc de mon mesh est le placement de mon miroir. D'accord? Donc c'est là où je vais placer mon miroir. Donc je le pose au sol. Hein. Supposons que j'ai un miroir, un vrai miroir. Hein. Supposons que ça c'est mon miroir. Toc. Non, supposons que ça c'est un miroir, hein, du coup. Donc je place mon miroir au centre et du coup il va me dupliquer donc, ce qu'il y a à droite à gauche et ce qu'il y a en face derrière et ce qu'il y a au-dessus vers le bas. Sauf que là mon miroir, du coup il est parfaitement centré donc ça sert à rien de faire un miroir comme ça. Donc pour faire un miroir correct, il faut déplacer mon point d'origine. Donc là je peux passer en mode edit, déplacer mon cube sur la droite et vous voyez que là en fait quand il s'éloigne de mon miroir, ça va l'éloigner de la même façon de l'autre côté. Voilà, imaginez vraiment que ce plan c'est un miroir, hein, du coup, ok? Et que du coup, donc la partie inverse se reflète sur l'autre côté. Voilà, si je le déplace sur Z, il va se déplacer en même temps. Et vous voyez, donc là, j'ai un miroir sur Z. Si je le déplace sur X, je vais avoir un miroir sur X également. Pourquoi? Parce que j'ai activé ici. Si je décoche uniquement X, là, j'ai qu'un miroir sur l'axe X, donc l'axe rouge. Si je coche uniquement Y, j'ai qu'un miroir sur l'axe Y. Et si je coche sur Z, j'ai uniquement un miroir sur l'axe bleu, donc l'axe Z. Ok? Voilà, donc ça c'est pour le miroir. Donc ensuite, quand on fait un miroir donc de forme, on peut donc utiliser cette technique pour modéliser donc des formes complexes. Hein, du coup, donc là on fait un mesh, un plan, voilà. Donc ce plan-là, je le divise par 2, du coup, pour avoir donc mon axe de symétrie. Voilà, je laisse mon point d'origine où il est. Je supprime la face de droite et là j'active un miroir pour la gauche. D'accord? Donc du coup, ça me fait un miroir sur X. C'est parfait, c'est ce que je veux. Et là, quand je vais modéliser la partie droite, la partie gauche va être automatiquement influencée. D'accord? Donc du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus rapide en termes de modélisation avec un miroir, parce que du coup, vous modélisez qu'une partie de votre mèche. Donc droite ou gauche, hein, peu importe, hein, vous pouvez choisir, mais du coup, vous avez qu'une seule partie à modéliser. Encore mieux, si je le divise encore une fois, donc ici, et que je supprime la face du bas, voilà, maintenant je peux faire un miroir sur Y également, et là, je modélise qu'un quart de mon cube. D'accord? Donc là, hop, vous voyez, je modélise qu'une seule forme. Donc là, je peux rajouter des loops ici. Voilà, donc je rajoute donc des loops quadratiques pour avoir que des quads. Et là, je modélise ma forme tranquillement, comme je souhaite. Ensuite, donc là, pour le snapping, en fait, donc ici, quand on rejoint donc deux zones qui sont centrales, vous voyez qu'en fait, donc là, la géométrie se superpose, d'accord? Chose qu'il ne faut surtout pas faire, superposer les géométries, hein, ce n'est pas réel. Et du coup, on peut activer donc ici la troncature. Et la troncature, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que quand je vais joindre mes points, ils vont se fusionner. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin. J'ai beau déplacer mon curseur, je n'irai pas plus loin que mon centre de base. D'accord? Donc ça évite la superposition de géométrie et du coup permet de fusionner les vertex entre eux pour avoir toujours quelque chose de constant, tout simplement. Ok? Voilà, donc ça c'était pour la troncature. Donc après vous pouvez régler ici donc, la distance de fusion, hein, à quelle distance ils vont se fusionner. Donc là, plus je rapproche mon curseur, plus ça va fusionner donc, les points qui sont vraiment proches. D'accord? Vous voyez, en fait, donc là on est à 1 mètre. Donc là, ça va fusionner tous les points à 1 mètre. Et si j'augmente davantage, je pense qu'on peut le dépasser ce paramètre à 2 mètres. Vous voyez, ça me fusionne tous les points à 2 mètres. Donc faites attention à ça, hein, du coup. Donc de base, c'est à 0.01, ce qui est passable, hein, je pense. Voilà. Et du coup, ça vous permet donc d'avoir quelque chose de précis. Ok? Ensuite, on a ici donc, les données de géométrie. Donc là, on peut donc, appliquer donc, au niveau des UV, justement, pour avoir donc, les cartes UV en fait, qui sont inversées. D'accord? Donc si je veux l'inverse de là à là, je peux flip mon UDIM, d'accord, donc mon UV, et du coup, ici, on peut définir donc, un groupe de vertex et l'offset de mon UV, d'accord. Donc là, la position sur U, c'est l'axe X, la position sur V, c'est l'axe Y, d'accord. Donc UV, c'est XY, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est pour le miroir, donc du coup, une technique vraiment très simple, mais super rapide. Maintenant, on va parler de l'auto-miroir, donc là, comment je fais pour faire la même chose, mais de façon automatique,
sans avoir à aller dans modificateur, etc. Donc déjà, je dois aller ici donc dans préférences, aller donc cocher l'auto mirror, d'accord, qui est ici, donc dans Mesh, hein, qui est un add-on inclus dans Blender. Et là, quand je crée un plan ou un cube, on va partir d'un cube, je veux créer un miroir sur X. Donc là, je vais ici donc dans Outils. C'est pas Outils, du coup, c'est dans Create, excusez-moi. C'est pas dans Create, c'est dans Éditer. Voilà, excusez-moi. Donc dans Éditer, et du coup, on a ici donc le paramètre auto-miroir, vous voyez. Donc là, je choisis mon axe sur lequel je veux faire mon miroir. Donc là, j'ai envie de faire un miroir sur X. Donc là, c'est sur X, ok. Orientation positive, la limite à 0. Est-ce que je veux activer tout de suite le mode Edit une fois que j'active mon miroir? Oui, je veux passer en mode Edit puisque j'ai envie de concevoir mon mesh. Est-ce que je veux couper et faire un miroir? Oui, je veux couper mon mesh sur X et faire un miroir de l'autre côté. Est-ce que je veux utiliser le clipping, donc la troncature comme je vous ai montré, donc la fusion? Oui, parce que du coup je ne veux pas avoir de géométrie qui se superpose et je veux avoir donc la symétrie qui est propre. Est-ce que je veux appliquer mon miroir? Bah non, parce que je ne l'ai pas encore créé. Et est-ce qu'il est éditable? Oui, d'accord. Donc du coup là on active donc sur X, auto-miroir. Et là qu'est-ce que ça fait? Donc ça va couper la géométrie automatiquement sur X, vous voyez, donc ça m'a créé une loupe, comme j'ai fait tout à l'heure, et ça m'a activé mon miroir sur X, avec la troncature, avec la fusion. Parfait. Et là je peux commencer à modéliser. Ok. Si j'ai envie maintenant de rajouter donc un miroir sur Y, je sélectionne mon mesh en mode objet, je passe ici sur Y, auto-miroir, et du coup ça me l'a coupé en 3/4. Donc maintenant non seulement j'ai un miroir sur X et Y, mais là je peux l'enlever, activer sur Y, comme ça j'en ai qu'un seul, un modificateur, ou laisser les deux modificateurs, après c'est à vous de choisir, quoi. Et là j'ai la même chose que tout à l'heure, ok. Maintenant j'ai envie de faire sur Z, donc j'active le Z, auto-miroir, ça m'a rajouté donc un axe sur Z, je l'enlève, je le remets ici, et là j'ai un quart de cube. Du coup, quand je le modifie, bah voilà, je modifie tous les coins de mon cube. Voilà. Du coup, je modélise ma forme tranquillement. Ok. Donc l'auto-miroir, très puissant, et du coup ça permet d'être beaucoup plus rapide en termes de workflow pour activer donc, le miroir sur un objet. Voilà. Donc évitez quand votre objet est symétrique, en fait, évitez de modéliser les deux parties à chaque fois. Moi je le fais beaucoup, hein, parce que des fois j'oublie en fait le miroir, et puis du coup j'y pense pas, et du coup je vais dire, bah tiens, là je vais créer, je sais pas moi, une planche, voilà, donc je vais faire scale, tac, on va faire un scale Y 0.1, hop, voilà, je crée une poutre, voilà, une poutre en bois basique. Là, je vais faire un biseau. Et du coup, après, j'ai envie de modifier un peu ma poutre en termes de forme. Donc là, au lieu de faire donc, le haut et le bas, bah, je peux juste activer donc, un auto-miroir sur X. Donc j'applique ma taille, ma rotation, mon origine vers ma géométrie, hein, très important. Après, je vais ici donc, dans Éditer, auto-miroir, active sur Z, auto-miroir, voilà. Et comme ça, je n'ai qu'une seule partie de ma poutre à modéliser. Je modélise que le haut. Et du coup, ça va influencer directement le bas. D'accord? Donc là, j'active l'édition proportionnelle, voilà, et du coup, je pousse un peu ma poutre, voilà, et du coup, je lui donne une forme un peu curve, voilà. Et là, j'ai édité, vous voyez, les deux sections de ma poutre. Si je veux quelque chose de symétrique, si je ne veux pas quelque chose de symétrique, bah, j'enlève le miroir, tout simplement, ou je l'applique, voilà, j'applique mon miroir, et après, je modifie la partie basse. Voilà. Ok? Tout simplement. Donc l'auto-miroir, une technique vraiment très très importante. Ensuite, on va parler donc du triangulation. Donc le triangulation, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, il faut savoir que sur Blender, donc ça aussi, je vous mettrai la vidéo en description pour vous montrer un petit peu plus de quoi je parle. Mais quand on active donc ici, donc sur Blender, on a des faces, d'accord? Donc des faces quadratiques. Donc on a 1, 2, 3, 4 vertex. Mais en réalité, quand je passe sur le mode shading avec la vraie géométrie de Blender, donc ça je l'ai montré sur la vidéo, hein. Je vous invite à regarder si jamais. Donc là on va mettre un shading d'émissive, comme ça vous voyez de quoi je parle. Voilà. Quand on raccorde donc ici, donc en entrée, c'est pas les coordonnées texture, c'est les informations d'objets, je crois. Non, c'est pas ça, c'est le fil de fer. Excusez-moi, fil de fer. Donc j'active un fil de fer, du coup lui ce qu'il va me renvoyer c'est uniquement le fil de fer de mon mesh. Et là regardez, c'est pas des quads, c'est des triangles. D'accord? Donc de base, toute la géométrie en 3D, en fait, est triangulée. Même si on vous affiche des faces, d'accord, donc des quads, donc des faces carrées avec 4 vertex, c'est en réalité des triangles. Et du coup, pour avoir donc la vraie géométrie d'afficher, on peut soit passer par le modificateur, donc trianguler, et du coup, donc là, je vais repasser en mode solide. Hop, on va afficher donc le fil de fer ici, pour vous montrer de quoi je parle. Donc là, j'ai bien un quad. Et si je passe ici en triangulation, je triangule ma géométrie. Comme je l'avais sur le shader, hein, vous voyez, c'est la même chose. Hein. C'est exactement les mêmes traits. Ok? Voilà, donc là, on triangule les faces. Donc en réalité, donc, les faces sont réellement triangulées. Quand vous allez l'exporter sur un autre logiciel et que vous allez l'importer par exemple sur Unreal, lui, il va le trianguler automatiquement. Sur Substance,
il va le trianguler quand il a besoin de trianguler, du coup, pour comprendre un peu la géométrie quand vous l'avez conçue, mais il va trianguler. Sur ma marmoset, il va trianguler. Enfin voilà, il va trianguler vraiment partout. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand vous récupérez un mesh téléchargé, il est triangulé. Donc là, si j'ai envie de repasser en quad et que ma géométrie est propre, donc c'est-à-dire qu'elle a été conçue à partir de quad uniquement, et ces quads ont été divisés en triangles, donc la géométrie est propre, qu'il n'y a pas eu de n-gone bizarre divisé, etc. Là, je peux passer dans Objet. Donc, supposons que j'applique mon triangulation. Hein. Je l'applique, voilà. Et là, je me dis, bah non, mince, j'ai envie de repasser en quad. Comment je fais? Je vais dans Objet, en mode Edit, pardon. Donc, je sélectionne tout mon objet, je vais dans Face, et là, je vais mettre Tri vers quad. Donc, triangle vers quad. Hop, et là, ça repasse en quad. Vous voyez? Du moment où ma topologie est propre. Si je commence à faire donc des trucs bizarres, donc des n-gones, etc., et que du coup, je vais faire, je sais pas, un n-gone là, donc je vais supprimer cette face-là. Voilà, on supprime le vertex. Voilà, donc là, j'ai un gros n-gone, vous voyez. Donc il a 5 vertex. Je triangule. Ok, bah, je peux trianguler, hein, pas de souci. Vous voyez, il va me trianguler de façon bizarre. J'applique la triangulation. Et là, je repasse en tri. D'accord? Donc face, donc tri vers quad. Là, vous voyez ce qui se passe? Il me laisse une loupe. Pourquoi? Parce que lui, il comprend pas. Il va dire, ok, bah, là, tu avais un n-gone, je l'ai divisé en triangle, donc du coup, bah, ok, il est triangulé, mais maintenant, je comprends pas ta structure. Là, il me manque une loupe. J'ai un n-gone, donc du coup, là, je me retrouve avec un quad et un triangle. Ok? Donc ça, enfin, on peut le faire, hein, c'est pas interdit, mais il faut éviter, clairement. Il faut éviter les incohérences de géométrie comme ça, parce que du coup, ça peut créer des déformations. Là, si par exemple, maintenant, j'applique un subdivision de surface dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, vous voyez la déformation que j'ai, vu que j'ai une loupe en plus, et du coup, en fait, voilà, donc mon cube n'est pas constant, vous voyez, en fait, alors que là-bas, c'était un cube normal, bah, du coup, là, j'ai un truc inconstant, complet. Ok? Donc bien faire attention à ça quand j'ai des triangles en fait en plus. Là, si j'applique maintenant ma subdivision, tac, il m'a repassé tout en quad, donc c'est parfait, mais j'ai une grosse déformation au niveau de mon arête. Voilà. Donc bien faire attention à ça. Ensuite, donc du coup, on a donc le fil de fer, et en fait, enfin la triangulation, pardon, et du coup la triangulation, on peut aussi l'activer directement sur le viewport, d'accord? Donc là, je repasse en fil de fer, hein. Là j'ai un quad, je passe en mode edit, je vais dans face, et là je mets trianguler face, et là ça le fait. Donc les modificateurs, c'est de façon temporaire, d'accord? Donc tant qu'il n'est pas appliqué, les triangles restent, et une fois qu'il est appliqué, ils sont validés. Si vous passez par cette méthode-là, donc sur l'interface, dans face, trianguler les faces, là, c'est de façon permanente, d'accord? Donc, du coup, vous le faites, et puis bah, après, il faut recliquer ici et remettre en tri vers quad pour avoir un quad. Voilà, tout simplement. OK? Voilà, donc ça, c'était pour le point Blender d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a appris des choses. Encore une fois, n'hésitez pas donc, à checker donc, les 2 vidéos que je mets en description par rapport au displacement et au fil de fer, hein, donc du coup à la triangulation, pour voir les vrais triangles de la géométrie, comme je vous l'ai montré. Et du coup, on se retrouve donc prochainement pour un 12e point Blender, hein, donc ça sera le dernier. Et ensuite, on attaquera donc une nouvelle série que je vous prépare avec pas mal de contenu, en espérant que ça vous plaise. Voilà, donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.